Est-ce que vous saviez qu'il n'existait aucune préhistorienne avant la Première Guerre mondiale? Puis très peu de femmes à partir des années 50, comme beaucoup d'autres disciplines d'ailleurs. Ça veut dire que jusqu'à il y a 70 ans, ça fait pas très longtemps de ça maintenant, beaucoup de disciplines ne comptaient que des hommes. Que va-t-il se passer dans les années 50? Certaines femmes vont s'élever pour dénoncer l'androcentrisme de l'archéologie. Elles vont dénoncer plusieurs choses. Déjà qu'il y ait peu de place pour les femmes dans ces disciplines. Et aussi le fait que, comme ce sont des hommes essentiellement qui vont travailler là-dessus, il va y avoir le prisme des hommes et on va peut-être penser la préhistoire que du côté et du point de vue des hommes. Dans une société dominée par les hommes, on imagine bien qu'on peut peut-être être un tout petit peu avec un regard plutôt loin d'être objectif. C'est votre travail, Marilène Patoux-Matisse. Merci d'être ici. Vous êtes préhistorienne. Merci et bonjour à tous. Et vous avez soutenu votre thèse en 1984. Ça veut dire pas très longtemps après les premières femmes. Vous étiez donc, même quand vous étiez étudiante, très peu de femmes à embrasser cette discipline. Oui, tout à fait. Et ce qui était intéressant de constater, c'est qu'en fin de compte, on était complètement dans un moule. Même nous, préhistoriennes, on n'était pas tellement l'archéologie du genre, comme on appelle, qui était très américaine. Donc, c'est vrai qu'il m'a fallu aussi moi-même, je fais mon mea culpa, prendre conscience petit à petit que déjà les femmes, même s'il y en avait un peu plus, souvent elles étaient. Moi, je suis directrice maintenant de recherche au CNRS, mais pour accéder, il y avait très peu de femmes. Et aussi, je me suis aperçue surtout, et c'était l'objet de mon livre, que on avait construit un univers préhistorique, si j'ose dire, quasiment sans les femmes. C'est-à-dire que toutes les grandes inventions, que ce soit l'outil, que ce soit la maîtrise du feu, que ce soit l'art, eh ben, c'était les hommes qui le faisaient, les hommes préhistoriques. Et là, je me suis dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. On y reviendra. Effectivement, vous publiez L'homme préhistorique est aussi une femme, dans lequel vous revenez sur tout ce parcours, sur la discipline elle-même et sur ce que ça implique de voir des femmes enfin dedans et qui revisitent la préhistoire et ce que ça implique sur aujourd'hui, sur notre façon de voir. Et vous rendez aussi hommage à de grandes femmes, à de grandes féministes qui ont été des aventurières, des poétesses, qui ont en tout cas marqué leur temps et tenté de ne pas se soumettre aux hommes pendant des générations. Parmi ces éternelles rebelles dont vous parlez dans votre livre, on pourrait presque y inclure Prudence Crandall, je pense, si ce n'est que son combat était contre la ségrégation scolaire et non pas pour la préhistoire, mais tout de même, elle était une institutrice américaine et célèbre. Elle est célèbre pour avoir ouvert en 1833. Deux, voilà, il fallait bien que je me trompe. La première école pour des jeunes filles noires, alors qu'on est 30 ans avant. C'est ça, 30 ans. 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage. C'est 1865. Wilfrid Lupano, c'est cette histoire que vous nous racontez dans votre dernière bande dessinée. On verra ce qui vous a intéressé dans cette histoire. Mais c'est vrai qu'elle pourrait être comptée parmi les grandes femmes qui ont marqué le temps. Peut-être pas féministes, mais en tout cas rebelles. Ah oui, complètement. Ça s'inscrit complètement dans la même logique. Même, on va dire que le personnage de Prudence Crandall, avant que les ennuis lui tombent dessus, parce qu'elle veut accueillir une jeune fille noire, parce qu'au début il s'agit d'une seule. On reviendra là-dessus. Avant même que ça commence, son école est quand même considérée comme un endroit un petit peu charmant, mais un petit peu ridicule. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a dans la communauté qui est la sienne, dans la petite ville de Canterbury, on trouve que c'est un petit peu, en quelque sorte, exotique, cette école pour jeunes filles, parce qu'on ne voit pas vraiment à quoi ça sert d'éduquer les jeunes filles à cette époque-là. Donc on trouve ça un petit peu charmant, mais comme c'est une dame bien élevée, éduquée et bien intégrée dans la société, elle a un regard bienveillant quand même de sa communauté, tant qu'il s'agit de jeunes filles blanches.
On laisse passer tant qu'il s'agit de jeunes filles blanches, mais dès qu'on met le caillou dans la chaussure, ça peut gêner. On verra aussi en quoi cette histoire peut résonner aujourd'hui, puisqu'on parle de demain dans ce festival, et il y a beaucoup d'échos. On verra aussi, et ça vous en parlez, la place de l'école tout au long de l'histoire. Ça a mis du temps avant qu'on permette aux filles de s'instruire, et ça c'est important aussi, et on reviendra là-dessus. On vous connaît bien sûr, Wilfried, pour les vieux fourneaux. Là aussi, on en parlera quand même, parce que là aussi, il est question de différence, parce que l'âge est aussi un regard qu'on pose sur l'autre, et en fonction des sociétés, ça peut être un regard différent. Et puis, vous avez aussi sorti cette très belle série, Le Loup en slip, que j'adore, aussi pour les enfants, mais qui parle peut-être là aussi de différence. Et vous êtes d'ailleurs un scénariste, artiste engagé avec votre association que vous avez créée avec d'autres scénaristes et dessinateurs qui s'engagent pour la planète et pour combattre les différences. Ça, c'est important aussi. Et d'ailleurs, c'est une association donc, qui s'appelle The Inklink. C'est une association d'auteurs de bandes dessinées qui mettent leur savoir-faire au service d'ONG ou d'institutions. Et quand on a créé l'association, les thèmes principaux qu'on s'était fixés, c'était la santé et l'environnement. Et très très rapidement, on a même quasiment croulé sous des demandes d'associations qui soutiennent les droits des femmes, et on fait énormément de sujets maintenant autour des droits des femmes et des violences faites aux femmes, etc. Voilà. On y reviendra. Je suis le seul homme de cette association. J'ai vu. Que des nanas. J'ai vu que vous étiez le seul homme de cette association. Des hommes et des femmes, et du rapport des hommes et des femmes, et peut-être le complexe ou la difficile place de jeune homme aujourd'hui face aux revendications des femmes, c'est peut-être ce dont on va parler ensemble, Gaël Aymon, parce que les questions déjà de société et du rapport à l'autre, c'est votre moteur, je crois, dans l'écriture depuis quelques années. Vous êtes acteur, scénariste et écrivain. Dans Silent Boy, qui va plus nous intéresser là, c'est un roman très très court qui raconte finalement les différences et l'isolement en milieu scolaire. Et je disais la place des garçons parce que c'est un garçon qui est le personnage principal. C'est beaucoup lui qu'on entend, et qu'on entend dans ses différences et dans son mal-être. Comment finalement être plutôt du côté de ceux qui sont des winners, les costauds, les vainqueurs, les gagnants, plutôt que du côté des victimes. Et ça, il le dit. Et pour se sauver et pour exister, il va se mettre une carapace, faire croire qu'il est aussi lui un costaud qui fait du sport, etc. Mais derrière ça, le soir, il va se retrouver sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, il s'appelle Anton. Sur les réseaux sociaux, il s'appelle Silent Boy. C'est son pseudo. Et là, il va se lâcher et pouvoir être réellement ce qu'il est. Ce que vous nous montrez, c'est qu'aujourd'hui, au sein même d'un lycée en France, on peut avoir de grandes différences. Et ce que vous nous dites et ce que lui dit, c'est que finalement, on n'a pas tous la même chance au départ. Parce que qui plus est, il est dans un des pires lycées, dans une des pires classes, des pires lycées, et il se rend compte qu'effectivement, c'est déjà un mauvais départ. Qui plus est, si on est un petit peu différent, peut-être pour des raisons sexuelles, physiques ou autres, on ne démarre pas de la même manière dans la société, et ce, très jeune. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de ponts à faire entre vos trois livres. Est-ce que quand je dis que vous écrivez et que la différence, c'est votre moteur, je me trompe, Gaël Aymon? Non, mais c'est la différence et les similitudes à la fois. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est que justement, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'ai écrit en pensant à ma sensibilité, à ce que j'avais envie de dire moi, et je me suis retrouvé, puisque les auteurs jeunesse ont rencontré énormément d'élèves et de classes, et j'ai été frappé très rapidement de me retrouver face à des garçons adolescents avec qui clairement j'aurais pas été copain du tout si j'avais eu leur âge, et qui étaient extrêmement touchés par mon livre. Et ce qui m'intéresse moi aussi, c'est que la littérature peut réunir. C'est-à-dire qu'on est différents, mais en fait, on est finalement assez semblables. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans la littérature pour ados, c'est qu'à un âge où on se met des étiquettes très très fortes et très marquées, on ne sait pas encore qu'en fait, sous ces étiquettes, on est tous à peu près pareils, on a les mêmes peurs et les mêmes désirs. Donc
Donc c'est ça aussi. Ouais, Juste pour rester avec vous sur la question de la littérature pour ados, est-ce qu'il y a une responsabilité dans ce cas-là, surtout quand on aborde des questions comme celle-là? Est-ce que se sent responsable d'un message ou de quelque chose à passer ou dès le départ on se libère de ça? Il ne faut pas penser au message. J'écris pas un essai, j'écris pas du documentaire, je ne suis pas politicien. Donc l'avantage, encore une fois, des livres, c'est que le lecteur, je ne suis pas sur son épaule pour lui dire ce qu'il doit penser quand il lit. Donc s'il trouve ça nul, bah, il a raison. S'il trouve que ça parle d'un thème ou d'un autre, il a raison. Moi, je dois lui donner de la matière et que son cerveau s'active à sa façon dessus, pour que son cerveau marche. Justement, je ne fais pas que du divertissement. Après, sur la responsabilité, la différence, effectivement, que si on s'adresse aux adultes, on ne peut pas gratuitement balancer tout ce qu'on a envie en disant « et si ça ne vous plaît pas, débrouillez-vous avec ». C'est la petite différence qui est intéressante parce que ça empêche de sombrer dans un narcissisme total. J'aimerais, avant qu'on rentre vraiment dans le débat, vous poser à tous les trois la même question sur la motivation qui vous a poussé à écrire ces 3 ouvrages, qui sont d'une certaine manière engagés, comme je le disais, puisqu'ils parlent de choses qui se sont en plus, en tout cas pour vous deux, très documentées, des histoires vraies, vous encore plus en tant que chercheuse. Vous, c'est un peu moins le cas, Gaëlle, quoique, mais peut-être la motivation. Et derrière cette question, revenir et peut-être encore plus pousser sur la question de l'engagement. Vous vous excusez, vous, Marilène Patoux-Mathis, d'être une féministe engagée. À un moment donné dans le livre, vous dites peut-être que ça peut paraître féministe engagée ce que j'écris, mais non, c'est très documenté, très fouillé, c'est très scientifique, c'est très voilà. Donc vous vous excusez presque. Donc je veux savoir votre motivation parce que moi j'ai quand même trouvé ça très engagé et très important aussi, essentiel au jour d'aujourd'hui. Voilà, les motivations pour ces histoires-là, d'où vient finalement? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que voilà, et l'engagement? Marilène. Oui, alors c'est une question extrêmement importante. C'est vrai que surtout nous, en tant que chercheurs, on est par moments bridés parce qu'on doit toujours prouver. Il faut toujours prouver scientifiquement, voilà, sinon on ne vous prend pas au sérieux. Donc il y a tout un barrage à franchir. Mais c'est vrai aussi que quand on est une femme, on doit doublement prouver. Je prends juste un exemple. Il y a plein de... J'en parle dans mon livre. Il y a plein d'exemples où on dit c'est l'homme qui a peint Lascaux, par exemple. Mais je lui dis, tu n'as pas de preuves. Mais quand moi j'écris que peut-être justement maintenant on sait que les femmes allaient dans les grottes, qu'elles laissaient l'empreinte de leurs mains, etc. Donc que le cheval qui est à côté de la main qui a été faite par une femme, c'est peut-être une femme qui l'a... On me dit oui, mais prouve-le. Ah oui, mais en fin de compte, voilà, on nous renvoie systématiquement à prouve. Mais eux, ils prouvent, enfin pendant des dizaines d'années, plus même des centaines d'années, on leur a pas demandé de le prouver et ils l'ont dit. Donc c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui était un peu difficile à franchir, mais qu'il faut le faire. Et surtout, ce que je pense qui est très important, c'est le passé nous permet, et ça c'est pas une état, nous permet vraiment de comprendre aussi ce qu'on est. Moi, je travaille beaucoup sur les comportements anciens. Je travaille sur l'origine de la violence et de la guerre, par exemple. Et sur des vieux poncifs où on dit oui, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. Ah bon? Mais non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et ça me paraît important, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, de montrer que, par exemple, le système patriarcal, au niveau anthropologique, au niveau histoire et préhistoire, il n'était pas là. C'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un système, en plus, il a été construit, c'est quelque chose qui est très occidental et qui a été construit et qui peut tout à fait se changer. C'est pas inné. C'est pas que on n'a pas des gènes qui font que telle activité ne peut pas être faite par des hommes ou telle activité ne peut pas être faite par des femmes. Donc ça me paraissait important de montrer que c'était faux, de penser que ça a toujours été. Parce que si on dit ça, d'un seul coup, on dit oh, on ne peut rien faire puisque ça a toujours été comme ça. Et ça me paraissait très important de montrer qu'il y avait beaucoup de présupposés et de préjugés et qui amenaient à un comportement actuel de cette sorte. C'est-à-dire que souvent, on me le dit encore maintenant, oui, mais ça a toujours été comme ça. Ben non,
Ça n'a pas toujours été comme ça. Et vous mettez-vous pas dans ceux de Françoise Héritier, qui a beaucoup dénoncé tout ça aussi? Oui, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir comme Françoise Héritier, et j'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup ce qu'elles ont fait, mais comme elles ne connaissaient pas, donc elles ont pensé que ça, de tout temps, c'était leur expression, de tout temps, ça a été comme ça, mais non, pas de tout temps et pas partout. Donc c'est ça qui est important de montrer, c'est quelque chose qui peut se changer. C'est pas inscrit dans le marbre. Et je trouve que c'est vraiment ce qui m'a motivée, parce que beaucoup de personnes pensent que, notamment j'ai travaillé sur l'infériorité, et c'était intéressant parce qu'au 19e siècle, on se rend compte tout à fait avec mes collègues, parce qu'en fin de compte, on a dit il y a des inférieurs. Alors parmi ces inférieurs, évidemment, on a choisi la couleur. C'est le 19e siècle où naît la préhistoire, il y a beaucoup d'anthropologie physique. Et là, c'est pareil, on a fait des inférieurs. Et parmi les inférieurs, il y avait plus d'inférieurs que les inférieurs masculins, c'était les inférieurs féminins. C'est-à-dire que dans chaque catégorie d'inférieurs, en dessous, il y avait la femme, dans chacune des catégories. Mais il y a toujours eu à chaque période un homme, une femme qui défendait l'autre cause. Et ça, vous le montrez. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans cette histoire-là, c'est que ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas linéaire où de plus en plus les femmes trouvent leur place. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Des fois, il y a des évolutions et paf, ça retombe. On sent notamment qu'au 19e siècle, à nouveau, les femmes redeviennent inférieures. Ouais. Donc, ce n'est pas linéaire, cette histoire-là. On crée beaucoup de mythes autour de ça. Et c'est ce que vous allez essayer de nous expliquer pendant tout le long du livre. On y reviendra. Qu'est-ce qui vous motive, vous, Wilfried Lupano, vous qui nous avez parlé de la vieillesse avec vos vieux fourneaux que vous avez emmené en voyage dernièrement. Qu'est-ce qui vous attire en 1832 dans ce coin des États-Unis pour nous raconter cette histoire d'école, de cette femme qui ouvre son école d'abord à une noire qui est sa servante au départ, qui vient lui dire j'ai envie d'apprendre quelque chose, et qui finira par ouvrir son école que aux noirs parce que les parents des filles blanches de la classe refusent d'accueillir une noire. Donc là, c'est son premier grand combat. Oui, elle se radicalise. Et qui va se retrouver, mais avec toute la ville contre elle. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé en premier ? En fait, je me suis rendu compte il y a plusieurs années que moi, donc j'ai bientôt 50 ans, j'ai toujours lu de la bande dessinée, et quand j'étais gamin, je trouvais ça tout à fait chouette, la bande dessinée, parce que j'étais Astérix, j'étais Tintin, j'étais Gaston Lagaffe, j'étais Lucky Luke, j'étais Spirou ou Fantasio. Vous voyez où je veux en venir. Et il y avait peu de filles qui lisaient de la bande dessinée, et je les trouvais un peu con de ne pas en lire, parce que je trouvais que c'était chouette, moi, la bande dessinée. Et j'ai mis très longtemps à me rendre compte qu'en fait, toute la bande dessinée que je lisais, moi, elle était faite par des hommes blancs pour des hommes blancs. Et même quand j'ai commencé, moi, à faire de la bande dessinée, j'avais pas encore pris conscience de tout ça. Et c'est venu au cours de mon activité d'auteur, cette prise de conscience autour du manque de diversité qu'il pouvait y avoir dans l'offre générale de bande dessinée. Et quand il y avait des bandes dessinées qui étaient faites, encore jusqu'au début des années 2000, etc., quand il y avait des bandes dessinées qui étaient faites dont les personnages principaux étaient des femmes, c'était souvent pas hyper glorieux en termes de représentation féminine. C'était le genre de femmes qui vont à la guerre en talons aiguilles, vous savez, avec des pagnes un petit peu transparents et une grosse épée. Ce qui donne d'assez mauvais résultats en termes de guerre, je pense qu'on peut l'imaginer assez facilement. Et moi, je suis passionné par l'histoire, je fais pas mal de récits historiques. Et il y a quelques années, j'ai commencé à travailler sur ces histoires de l'histoire de l'abolitionnisme, qui est un truc assez complexe, finalement, qu'on connaît mal en Europe. Et j'ai commencé à m'intéresser à deux abolitionnistes. Mon projet initial était de travailler sur le parcours de deux abolitionnistes qui me paraissaient intéressants d'opposer aux États-Unis. L'un est blanc et issu de la bonne société victorienne, il s'appelle William Lloyd Garrison, et il a créé un journal qui s'appelait Le Liberator, qui est un journal entièrement consacré à la cause abolitionniste. Il l'a créé tout seul, il l'a publié tout seul pendant 30 ans. Ce type est un dingue qui a toute mon admiration.
Et dans le même temps, au même moment, il y avait un autre abolitionniste qui s'appelle Frédéric Douglass, qui lui est un esclave affranchi, noir, qui avait connu l'esclavage, qui en a souffert, qui s'est auto-éduqué et qui, une fois libre, a embrassé la cause abolitionniste. Et les deux avaient une conception complètement opposée de l'abolitionnisme. L'un, William Lloyd Garrison, le blanc bien éduqué, était réformiste. Ce qu'il voulait obtenir, c'est un changement d'état d'esprit de la civilisation américaine. L'autre, Frédéric Douglass, considérait que ce que les Noirs voulaient, ils n'auraient pas d'autre choix que de le prendre par la force. Leur combat était irréconciliable. Ils s'entendaient tous les deux, ils s'admiraient mutuellement, mais ils n'arrivaient pas à s'entendre sur la méthode. J'ai eu ce projet de travailler là-dessus, William et Frédéric. Et en me documentant sur eux, je me suis rendu compte que tous les deux avaient soutenu une petite école du Connecticut dans laquelle Prudence Crandall, cette femme, avait accueilli des femmes noires. Et je me suis dit, quoi? Et en fait, je me suis intéressé à cette histoire et je me suis rendu compte qu'elle était très peu documentée, très peu populaire, alors qu'il existe des livres épais comme ça sur William Lloyd Garrison, des livres épais comme ça sur Frédéric Douglass, qui sont des théoriciens. Mais là où il s'était passé quelque chose de concret, avec une femme qui avait fait quelque chose, etc., silence radio. On trouve très très peu de documents sur cette histoire. Et comme ça arrivait à ce moment où j'étais en train de me poser énormément de questions sur la diversité, de la représentation de la bande dessinée, etc., je me suis dit, tiens, est-ce que tu n'es pas encore en train de faire un projet sur deux mecs et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut raconter l'histoire de cette école. On s'en fout de ces deux mecs. Enfin, on s'en fout pas, mais... et j'ai changé mon regard en disant... Je veux plutôt raconter cette histoire-là, elle me paraît incroyable, elle me paraît à la croisée de plein de thématiques, à la fois accès à l'éducation, droit des minorités, droit des femmes, ça me paraissait être une espèce de point chaud de la lutte. Et mon deuxième mouvement, qui est venu encore plus tard, c'est vous dire si on est conditionné quand même, c'est de me rendre compte assez tardivement que c'était une mauvaise idée de raconter l'histoire de Prudence Crandall, parce que c'est une fois de plus... faire quelque chose qu'on appelle aux États-Unis du white saving, c'est-à-dire de raconter l'histoire de la lutte des minorités, mais systématiquement en prenant comme personnage principal un personnage blanc qui a lutté pour cette cause et qui donc un peu devient une espèce de héros et de sauveur. Et donc, deuxième mouvement, j'ai dit je ne vais pas non plus raconter l'histoire de Prudence Crandall, je veux raconter l'histoire des jeunes filles qui ont été dans cette école. Oui. Et le problème, on ne les connaît pas. Enfin, très peu, parce qu'il y a très peu de documents sur elles. Je me suis dit, c'est super, t'es scénariste, en fait, t'es pas historien, donc en fait, tu vas raconter leur histoire. Et elles sont formidables, ces filles, elles sont toutes différentes, elles vont toutes arriver de partout, mais vous oubliez un personnage essentiel qui nourrit aussi l'histoire et qui nourrit la complexité de notre histoire et qui pose des questions aujourd'hui, c'est l'esclave qui est révolté, qui s'appelle Nat Turner. Parce que tout de même, si la population se révolte, ce n'est pas que parce qu'il y a une école pour les jeunes filles noires. Oui, c'est à cause du spectre de Nat Turner. Voilà, on a bien peur que des Noirs éduqués fassent comme lui, se révoltent et massacrent leur maître. Exactement. Cette figure-là, elle existe tout au long du livre à travers un jeune homme sauvage. Je vais dire sauvage, même si ce nom ne devrait pas être utilisé, mais oui, ça a été utilisé il s'appelle par lui-même sauvage. Il s'auto-appelle sauvage. Ouais. Qui véhicule ce fantasme, ce mythe, effectivement, du colonisé qui va se révolter, sortir la machette et tuer tout le monde. On a peur, et c'est la peur qui motive tout le monde, finalement. Et c'est la même peur qui motive encore aujourd'hui, en 2021. Oui, c'est exactement ça. Je me rappelle qu'au moment où j'étais en train d'écrire cette histoire, c'était assez peu de temps après les attentats qui ont frappé Charlie, etc. Et je me rappelle qu'il y avait eu dans une émission de télé, je ne sais pas comment on arrive à faire ce genre de truc en France, mais en gros, dans la même émission de télé, il y avait Francis Huster et Florian Philippot. Bon, j'ai raté le début, hein, donc je vous dis juste comment on arrive à ça, je ne sais pas très bien, mais enfin c'était arrivé. Et Francis Huster était en train de parler, c'était au moment de l'Aquarius, etc., et il parlait de tous ces gens qui mouraient en essayant de traverser la Méditerranée, et il disait, moi, excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser, quand j'apprends tous ces gens qui meurent en Méditerranée, combien
combien d'Einstein, combien de Mozart, combien de... Vous voyez l'idée. Et Florent Philippot l'a interrompu. Il a dit oui, mais combien de frères Kouachi? Et ce qui est une connerie sans nom, puisque les frères Kouachi sont français, en fait, ils n'ont jamais traversé... ils sont nés en France, c'est des Issiens, hein, comme on dit. Mais c'est ce spectre. J'étais en train d'écrire ça quand je suis tombé par hasard sur cette émission. Et c'est exactement la même mécanique de peur qui était à l'œuvre. Voilà. On commence déjà à voir effectivement en quoi ça résonne, une histoire qui date de 1832. Gaël Aymon, qu'est-ce qui vous motive, vous, dans cette histoire à la Silent Boy? Alors bien sûr, les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux. D'ailleurs, ça casse un peu le... Là aussi, on est beaucoup à montrer du doigt les réseaux sociaux qui véhiculent aussi de la violence, qui véhiculent beaucoup de choses, mais pas seulement. Ça peut aussi, on peut peut-être s'y retrouver, on peut peut-être se retrouver soi-même, etc. Salvateur, rencontrer des personnes qui nous ressemblent, si on ne trouve pas ça, si on n'ose pas le dire, montrer son vrai visage. Mais il n'y a pas que ça. Dans ce livre-là, il y a le rapport homme-fille, plus que ça, le rapport, je le disais, fort victime, et comme s'il y avait toute une société comme ça qui se construisait déjà dans un lieu comme le lycée. D'où ça part, cette histoire? Alors, il y a beaucoup de points, il faut que je m'y retrouve. Sur l'aspect réseaux sociaux, je rebondis sur ça parce que quand on s'adresse aux adolescents, on a souvent ce truc qui revient, c'est-à-dire que des adultes vont nous dire c'est vrai que les ados avec les réseaux sociaux, en général ils sont comme ça, les parents. Les ados avec les réseaux sociaux, c'est terrible. Donc bon, c'est-à-dire que c'est un truc sociétal, c'est pas que les ados. On fait partie d'une génération plongée le nez dedans aussi, avec peut-être moins de recul que finalement. Après, oui, le lycée c'est une société en soi, mais on l'a tous expérimenté. En fait, ce qui m'étonne souvent, c'est que ce livre-là, il semble très violent aux femmes. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. C'est que les lectrices femmes me disent « quelle violence !» mais pas les hommes. Ce qui me semble en fait totalement évident. C'est-à-dire que cette violence-là est assez normale pour un garçon, quel qu'il soit. On ne va pas forcément le dur à cuire. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de quotidien à laquelle on est exposé et qui ne se discute pas. Quand j'ai commencé, moi, j'ai détourné des contes, je me suis amusé avec des choses en renversant des rôles, mais c'était la nature de ma sensibilité, en fait. J'ai pas réfléchi militantisme, et très vite, on m'a dit c'est féministe, c'est féministe, c'est féministe. Et puis en avançant dans ce métier, le féminisme étant devenu un peu à la mode en littérature jeunesse, sans que ça soit négatif, mais les princesses se sont beaucoup libérées, se sont arrêtées de se marier, etc. Les filles sont devenues fortes, sont devenues guerrières et parfois même pas en pagne. Mais la pauvreté du modèle masculin est demeurée équivalente, c'est-à-dire que déjà il y a moins de modèles en littérature ado puisque c'est les filles qui lisent, donc on n'a pas besoin de s'adresser aux garçons, et qu'on ne sait pas quoi proposer d'autre aux garçons, parce qu'on va leur proposer quoi ? Plutôt que d'être le super-héros cool et sportif, on ne sait pas trop. Alors attendez, moi je voudrais juste qu'on s'arrête quand même sur le côté féminisme, parce que c'est important. Le féminisme a fait finalement, et vous me direz, Marie-Hélène, fait qu'il y a eu un combat de femmes parce que les femmes ont été très longtemps considérées comme inférieures. Donc aujourd'hui c'est un combat et on oppose garçons et filles, c'est ça. Et ce que vous faites, c'est pas du tout ça. Ce que vous nous dites, vous, il y a une scène avec quand même la prof qui va leur dire « je vais vous faire un cours sur féminisme, etc., etc., sur le fait qu'on peut choisir son genre, voilà, c'est parce que c'est devenu aussi très important et très à la mode peut-être. » Et là, ce que dit Anton, c'est qu'elle peut bien nous parler de tous ces stéréotypes et de féminisme, etc., parce que nous, on est sur un autre combat. Et là, je vous lis. La meuf, avec ses leçons pour les stéréotypes, elle n'a pas l'air de comprendre dans quel genre de conflit armé on doit survivre chaque jour, comme on peut et avec les moyens qu'on a. Parce que justement, les frontières ne sont pas les mêmes. Je le disais, les frontières sont les forts et les moins forts. Ça me paraît quand même essentiel dans ce que vous dites. C'est que dans notre société où on a recodifié les choses,
peut-être que là, pour les jeunes, on est loin des combats féministes. On a dépassé les codes. Filles ou garçons, c'est pareil. On est fort ou on ne l'est pas. Chez les filles, il y a les invisibles et celles qui se voient. Elles sont très peu, d'ailleurs, les visibles. Chez les garçons, c'est pareil. On fait du rugby, on fait du foot, on est visible ou on n'est rien. Ça me paraît quand même plus important que ça. Oui, bah, je parle souvent de ma fille aînée qui est en 4e et qui, dès le collège, a commencé à me parler des garçons. Les garçons ont fait ci, les garçons ont fait ça, les garçons, ils n'arrêtent pas d'empêcher tel prof de parler, les garçons, ils sont chiants, les garçons. Et à chaque fois, je disais, les garçons, donc tous les garçons de la classe font ça. Ah non, c'est machin et truc. Je dis, mais il y en a d'autres donc qui ne suivent pas. Oui, bah, il y a un tel, mais en fait, ils ne parlent pas, quoi. Donc en fait, ils ne font pas partie des garçons. C'est même pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils ne font pas partie des garçons. Donc même elle, en tant que fille, qui aurait pu se dire « mes alliés sont de ce côté », ben, elle les voyait pas. Et par contre, elle me rabattait les oreilles de ceux qui se sont construits une étiquette aussi. Hein, mais, donc plutôt que de faire œuvre de moraliste, je trouve intéressant de prendre un personnage qui fait partie du groupe de garçons pas cool, Oui. pas spécialement féministe, un peu braqué même. Et plutôt que d'en m'en servir pour donner une leçon à tout le monde, de montrer en quoi il est attachant, pourquoi il est fort et pourquoi il nous ressemble aussi. Et que peut-être que là, on peut essayer de trouver plein d'angles différents et de se dire, il y a peut-être plein de personnages encore possibles. Et puis il va se prendre quelques claques aussi. Hein. Et c'est une fille quand même qui va lui ouvrir les yeux. Tout de même, pardon, mais c'est une fille virtuelle, non? Une fille virtuelle, mais bon, c'est pas. Alors, effectivement, je me suis posé la question si c'était vraiment une fille derrière, mais ça fait de la magie des réseaux sociaux. Mais plus sérieusement, tout de même, on le sait pas la réponse n'est pas donnée dans le roman. C'est vrai qu'on ne sait pas, oui. On imagine. On peut tout à fait accepter l'idée que c'est un garçon. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas dit le mot quand même, parce que votre livre aborde quand même la question du suicide. Oui, alors moi je m'en méfie énormément parce que si vous donnez un stylo à des adolescents dans une classe et que vous leur faites un atelier d'écriture sur une histoire qui serait réaliste, sur une histoire au lycée, elle va finir par un suicide. C'est une facilité scénaristique adolescente un peu systématique. J'aime pas aller dans ce sens-là. Mais j'ai un format très court avec une collection qui est spécifique. C'est lecture en moins d'1 heure pour faibles lecteurs y compris. Et j'ai besoin que ça aille très vite, que ça soit très dense et que j'ai des claques qui se prennent dans tous les sens. Donc il me fallait un événement très fort. Donc je me suis autorisé à ça, mais en essayant que ça ne soit pas dans un pathos gratuit. Mais c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup en fait, en tant qu'adulte. Moi, là où vous me parliez tout à l'heure de responsabilité, cette facilité d'aller dans un truc un peu scabreux à destination des adolescents, ça me fait peur. Mais là, c'était nécessaire. On appelle ça le trauma porn, vous savez, le rapport en scénario, la ficelle émotionnelle qui consiste à un moment donné à rythmer avec un événement traumatique et à s'y vautrer, enfin on appelle ça le trauma porn. Et c'est toujours quelque chose c'est une question centrale quand on est en train d'écrire. On ne sait jamais comment on dose notre machin. On a besoin de ce genre d'événements qui peuvent rythmer un récit, qui peuvent ouvrir des consciences, qui peuvent faire basculer un scénario, etc. Et on se demande toujours si notre dosage est bon, et c'est une question systématiquement irrésolue. Enfin, il n'y a que les lecteurs pour dire si on ne s'est pas planté, quoi. Parce qu'il n'y a pas de recette. Voilà. Enfin, moi, je ne voudrais pas revenir sur le suicide, mais sur ce sujet est très intéressant par rapport aux hommes. Et justement, le fait qu'il y ait cette société qui soit dure envers les femmes, elle est aussi dure envers les hommes. C'est ce que j'appelle dans mon livre, à propos de la discussion de la virilité. C'est-à-dire qu'on a créé un système, le système patriarcal, en fin de compte, il enferme aussi beaucoup d'hommes dans quelque chose, il faut que je sois viril. Et ça fait énormément aussi de dégâts, et ça fait énormément souffrir. Et c'est pour ça que c'est, à mon avis, un système qui est plus viable, parce qu'il contraint à la fois, bien sûr, les femmes, mais aussi, et j'en parle parce que c'est important, il contraint les hommes à être l'archétype de l'homme, c'est-à-dire la virilité. Et si un homme n'est pas viril, alors ça peut se traduire par le sport, la guerre, etc., eh bien, il n'est pas considéré vraiment comme un homme.
Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de le dire, de ne pas rester. Bien sûr, il faut avancer tous les traumas subis par les femmes, mais je pense que c'est important aussi de montrer que ce système-là, il touche les deux. Et c'est important parce que je crois qu'il y a toute une partie, d'ailleurs je le vois, il y a beaucoup d'hommes qui achètent mon livre. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que des femmes. Et ça montre que justement, cette histoire aussi qu'on veut enfermer dans des cases chacun d'entre nous, des blancs, des noirs, des virils, des pas virils. Et tout ça, bon, ça doit exploser, on doit sortir de ça. Et c'est le cas, il y a beaucoup de livres aussi qui questionnent aujourd'hui la virilité chez les hommes, aussi bien en fiction que dans des livres plutôt documentés et d'essais. Finalement, c'est ça qui vous réunit ici tous les trois dans l'intitulé de cette rencontre, il y a l'autre. Finalement, c'est aussi ça, c'est comment on accueille l'autre, comment on arrive à échanger et à vivre ensemble sur cette même terre. Alors ça fait des grands poncifs, mais tout de même, ce sont les grandes questions que vous posez, vous trois, à votre manière. Non, puis ce qui est important, surtout, il faut voir qu'on nous a, et ça a été enraciné dans le 19e siècle, il y avait des paradigmes sur l'existence de personnes supérieures et de personnes inférieures. Et ça a été extrêmement néfaste, parce que ça permet de justifier l'injustifiable. Alors, je vais vous donner la parole, Wilfried, mais juste pour vous citer, Marilène, parce que la construction de la virilité, ça contribue aussi à rendre les femmes inférieures. C'est aussi au cours du 19e siècle que, soutenue et étayée par les discours médicaux, la médecine a été très importante pour rendre les femmes ou les hommes... s'enracine la construction du masculin sur la virilité. Un homme se doit d'être actif, vigoureux, fort, résistant à la fatigue et à la souffrance et courageux. Mais ça dit aussi ce qui se passe dans le lycée. Cette différence de nature entre les sexes justifie le discours sur la répartition des tâches au sein du foyer, de l'école, des travaux des champs, de l'atelier ou de l'usine. La science positiviste du 19e joue un rôle majeur dans le regroupement des individus en catégories sociales différentes par nature et leur hiérarchisation sur l'échelle des êtres humains construite par les anthropologues évolutionnistes. Les inférieurs doivent se rapprocher de la norme du civilisé qu'est l'homme occidental blanc, adulte et bourgeois, situé au sommet de l'échelle. Ça va vous parler aussi, Wilfried. Pour les tenants de cette théorie, la domination de tous ces inférieurs ne peut pas être injuste, car elle est naturelle. Ainsi, si pour se rapprocher de la norme définie, les autres, dont les femmes, doivent être civilisés, pour la plupart des théoriciens, il serait vain de chercher à y remédier par des transformations sociales ou des politiques éducatives, cet état d'infériorité étant perçu comme définitif et irréversible. Voilà. Ça s'appuie sur des analyses médicales tout de même. Oui, alors en plus, le 19e siècle que Marilène montrait du doigt tout à l'heure, et surtout la dernière partie du 19e siècle, est incroyable sur ce sujet. J'ai fait une série sur les femmes qui ont participé à la Commune de Paris, dans laquelle on parle un petit peu de tout ça. Les savants, les médecins de la fin du 19e siècle prouvent, entre guillemets, avec plein de guillemets, que le simple fait même pour une femme de s'instruire est à l'origine de sa stérilité, de la chute des cheveux. On disait aux femmes, vous voulez être, regardez tous nos grands penseurs. Vous avez vu? Vous voulez être comme eux, vraiment? Eh ben, ça les faisait flipper, les femmes. Enfin, je veux dire, non mais c'est un truc tout bête, mais les femmes disaient, ben non, a priori, non, j'aime mes cheveux. Bon ben voilà. Donc en fait, et ces penseurs, enfin ces savants-là ont eu à côté d'eux tous les grands penseurs progressistes. Proudhon, Bakounine, Marx, ils ont tous dit les pires horreurs. Et en fait, ce côté, on va tous avancer ensemble. En fait, ça concernait que les mecs, en fait. C'est très important de le remarquer. Mais au même moment, vous avez par exemple un grand savant, un grand médecin américain qui s'appelle Cartwright, qui aux États-Unis parcourt les États-Unis en faisant une conférence sur une maladie qu'il a identifiée, lui, qui frappe les Noirs, une maladie étrange qui s'appelle la drapétomanie. Et la drapétomanie, c'est cette tendance qu'ont les Noirs à s'enfuir dès qu'on leur lâche un peu la bride, les esclaves. Et il donne les raisons de cette maladie qui est
à la base, on va dire, inné en quelque sorte chez les Noirs, mais qui se développe quand on se met à traiter ces esclaves avec humanité. Et que là, on ne rend vraiment pas service à l'esclave noir quand on fait ça, parce que dès qu'on cesse d'être ferme et de les fouetter, etc., ils développent cette fameuse drapétomanie, et un jour, il va partir en courant, et vous serez bien embêtés. Eh bien, le gars fait la tournée des universités américaines et se fait applaudir et signe des livres comme nous aujourd'hui. Je veux dire, on en est là, quoi. Mmh. Donc, c'est très corroboré par le milieu scientifique de l'époque. Mmh. Donc, lutter contre ça, c'est lutter contre des savants. C'est quand même pas rien. La médecine le dit, quoi. Alors, les scientifiques, il y a aussi une littérature. Hein. La fiction a été très importante aussi. Et les écrivains sont engouffrés là, dans leur pathos. Parce que même dans les scientifiques, il y en a toujours qu'on dit l'inverse. Et ça, c'est formidable. Et vous nous le montrez. Il y a quelques scientifiques formidables, mais qui ont été traités, mais comme voilà, parce que c'était pas de bon ton hein, de dire l'inverse. Mais et dans la fiction aussi. C'est important parce que Marilène, comment voyez-vous aussi le travail de la fiction par rapport aussi à votre travail à vous? Ça aide aussi les chercheurs, ce que font les scénaristes, les écrivains Oui, c'est extrêmement important. Alors, pour ce qui concerne les périodes préhistoriques, on a été pendant des décennies mal servi. Hein. C'est-à-dire qu'on a représenté justement tout ce qu'il ne fallait pas représenter. Ça commence par l'Iliade. Exactement. Ça commence avec la guerre du feu. Hein. C'est-à-dire qu'on a créé là, des personnages violents, masculins, la femme n'était rien, etc. Et ça s'est poursuivi même au XXe siècle dans les documentaires. Je prendrai juste un exemple pour éclairer. Je suis spécialiste des Néandertaliens et des premiers hommes modernes, ce qu'on appelle les Cro-Magnons. Et je disais toujours, mais pourquoi vous voulez absolument, quand vous faites vos documentaires, et ça, je parle de ça il y a 15 ans, parce que j'ai beaucoup écrit sur les Néandertaliens, pourquoi qu'on considérait comme inférieurs, mais pourquoi vous les représentez toujours basanés, presque noirs, alors qu'en fin de compte, ils sont nés d'une souche européenne, ils ont vécu en Europe, et par contre, les sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres directs, qui sont arrivés du Proche-Orient, ils sont blancs comme neige. Je leur dis, mais écoutez quand même, là, vous véhiculez quelque chose de faux et qui repose sur des préjugés. Et en fin de compte, rien que ça, c'était important. Et même au niveau des femmes, à chaque fois, même encore certains documentaires me hérissent le poil parce que vous voyez toujours les mêmes choses, les hommes qui taillent, les hommes qui peignent Lascaux ou Chauvet, etc. Et puis, on refait, on refait. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, c'est intéressant parce que même nous, et en BD aussi, on a maintenant des auteurs qui prennent le contre-pied, mais qui sont plus dans la réalité, et donc qui maintenant commencent à changer. Mais ça a été important parce que la préhistoire, c'est l'imaginaire. Beaucoup de personnes connaissent comme ça une vision de la préhistoire. En plus, ça ne veut rien dire parce qu'il y a des sociétés préhistoriques. Et donc, le côté savant, c'était important, mais aussi avec les récits, les peintures, etc., les magazines illustrés de la fin du 19e et tout, ils ont véhiculé ça dans le populaire, dans l'imaginaire populaire. C'est pour ça que c'est encore très imbriqué. Souvent, ils me disent, oui, on voit l'homme qui tire la femme par les cheveux. Mais non, ça c'est une vision, l'homme préhistorique, ça c'est une vision complètement fausse. Et ça a été donné par tout ça. Et donc c'est ça aussi qu'il faut faire changer. Et c'est un peu difficile, mais ça commence à bouger. Les représentations, effectivement. Alors justement, j'aimerais qu'on rende hommage tout de même à votre dessinateur, Stéphane Frère, qui a fait un travail de couleur important. Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles, parce qu'il n'y a pas de blanc et de noir proprement dit dans ce livre. C'est une question qu'on s'est énormément posée. Moi, j'avais été très très marqué dans une interview qu'a donnée Toni Morrison, qui est un prix Nobel de littérature, femme noire américaine très très importante. Qui fait partie des gens qui ont écrit sur le fait de déracialiser. Oui, exactement. Et elle disait qu'un de ses meilleurs coups littéraires, en quelque sorte, ça avait été de commencer une histoire, je ne sais plus sur quel roman c'est, mais qu'avant la 60, ou dès la première page, elle attrape un personnage féminin, et on doit attendre la page 70 pour savoir de quelle couleur elle est. Parce que les 70 premières pages,
on n'en a pas de description ni de représentation, etc. Et j'avais très envie de ça, moi, dans ce livre, sachant qu'en bande dessinée, c'est quand même pas trop possible, parce qu'en fait, on dessine des personnages. Donc, en fait, j'avais très envie de faire disparaître cette histoire de couleurs. Bon, on a renoncé à cette idée avec Stéphane, mais Stéphane, sa force, c'est qu'effectivement, il utilise les couleurs de manière non réaliste et ce qu'on appelle en bande dessinée les couleurs narratives. C'est-à-dire que les couleurs servent à renforcer le propos de l'histoire, peu importe si les personnages sont d'une case à l'autre jaune, bleu, rouge, on s'en fiche complètement. Donc en fait nos personnages passent effectivement par toute la gamme colorée, mais aussi bien les blancs que les noirs. Et ça lisse un petit peu l'ambiance, voilà, de ce point de vue-là, quoi. Et je voudrais juste dire quelque chose par rapport à l'importance de la fiction. C'est que moi, la première personne à m'avoir ouvert les yeux sur le rôle de la femme dans la préhistoire, c'est il y a quelques années, j'ai vu Alex Lutz en spectacle. Alex Lutz, qui est probablement le comique le plus dégenré là-dessus. Il joue beaucoup de personnages féminins, il fait Catherine et Liliane, etc. C'était formidable, Catherine et Liliane. Voilà. Et sur scène, il parlait de cette histoire et il disait « Et pourquoi ce ne seraient pas les femmes qui auraient fait toutes les peintures dans les grottes ?» Et il disait « Et pourquoi les peintures dans les grottes, ça ne serait pas des listes de courses ?» Et il se mettait à filmer, il se mettait à mimer une femme qui parle à un homme préhistorique, par ailleurs complètement idiot, une espèce de brute, et elle lui disait « Comme ça, là, tu m'en ramènes 2. Et le gros, là, avec les cornes, tu m'en ramènes 1. » Et l'autre, il était là « Ok. » Et en fait, mais ça avait frappé mon imaginaire, parce que je me suis rendu compte qu'à 45 ans, eh ben, j'avais jamais eu cette idée. Qu'en fait, on m'avait jamais présenté les choses comme ça, et que tout à coup, je me disais « Bah oui, pourquoi pas ?» Et ben, je m'y attendais pas, quoi. C'était dans un spectacle. C'est génial, Marilène Patoumati, c'est génial, effectivement, quand finalement Oui, la liste de courses. La liste de courses. Oui, j'ai pas émis cette hypothèse, mais je vais y songer. J'ai regardé l'heure, mais ça passe extrêmement vite. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas dit beaucoup de choses. Je vais être obligée de vous laisser pas trop tard. Préparez-vous à poser des questions, parce que c'est toujours aussi l'occasion aussi, et il y en a tellement. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Gaël Aymon, parce que revenir sur ce côté féminin et masculin, Anton dit mais qu'elle essaie pas de me bourrer le crâne avec leurs histoires, qu'on pourrait être un gars le lundi et une fille le mardi, ou qu'on pourrait changer de sexe quand on a envie, ou qu'on peut aimer les meufs et les mecs à la fois, pourquoi pas les animaux, tant qu'on y est, ça me dégoûte. Sa réflexion fait nous poser des questions sur le changement en train de se faire. Parce que la différence entre vos histoires, Wilfried et Marilène, c'est que vous racontez des histoires, ou en tout cas vous remontez sur une histoire sur plusieurs siècles, et vous racontez une histoire qui s'est passée il y a plus d'un siècle. Là, vous êtes en train de raconter quelque chose qui se passe maintenant. On est en plein dans l'histoire en train de se changer. C'est ça la grande différence finalement entre vous trois. Oui, alors c'est pas le personnage d'Anton qui dit ça. Hein. J'ai fait attention à ce que ça soit pas lui, parce que il va assez loin. C'est Hamza qui est son meilleur ami, qui est un peu. Oui, mais il est quand même. Il va plus loin que lui. Anton ne s'exprimerait pas comme ça, mais il y a quand même quelque chose que je constate vraiment, c'est que on peut, en tant qu'adulte, venir faire encore une fois des leçons et essayer d'expliquer. Oui, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, mais il y a un moment où je constatais qu'il y a des classes de garçons où ils se braquent, en fait, juste parce qu'on n'arrête pas de leur dire, de toute façon, vous êtes les mauvais, de toute façon, vous ne faites pas bien, donc maintenant, vous arrêtez, vous vous taisez, vous écoutez, mais oui, ils commencent leur vie, en fait. Je veux dire, moi, je me suis construit, j'ai un avis sur les choses, mais eux, ils commencent et on leur dit déjà, bon, vous taisez, parce qu'en fait, derrière vous, il y a des décennies et des siècles de... Donc ça suffit, on vous a assez entendu. Et si on les prend juste Oui, avec ce truc de les filles, les garçons, et puis sauvons les filles, et tout ça, ils se braquent, ils vont pas entendre. Ils peuvent pas. Comment ils pourraient entendre maintenant, ma destinée, c'est de récupérer tout ce qui a été fait derrière moi. Et ils sont, comme tout adolescent, en souffrance, puisque le lycée n'est pas spécialement cool. Mais que c'est un âge de construction quand même. Ouais. C'est un âge où on se construit. C'est le même problème qu'actuellement, ce qu'on appelle le mal blanc. Le mal blanc, avec un E, devient un mal, tout court, parce que et ça braque, évidemment, ça braque énormément. C'est pour ça que je pense qu'à travers des ouvrages, on peut amener peut-être d'une façon plus tranquille que de dire t'as tout faux, on va tout recommencer. C'est pour ça qu'il faut montrer, j'ai essayé dans mon livre de montrer aussi la participation de certains hommes à changer, à dire mais bon ça ne va pas, il y en a eu aussi, c'est-à-dire que pour montrer qu'il y a une grande diversité et que toutes les femmes et tous les hommes ne sont pas les mêmes.
Moi, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis sensible, puisque, encore une fois, quand j'ai commencé, on m'a dit « tu es féministe ». Je dis « ok ». Et puis récemment, donc 10 ans après, on m'a dit « non, tu n'es pas féministe, tu es pro-féministe ou allié ». Je dis « ok ». Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « non, mais en fait, dans ces cas-là, je suis moi, je continue à écrire ce que je veux, et puis vu que je ne voulais pas d'étiquette, vous n'allez pas en mettre non plus, et je vais continuer à ma façon, et puis ça ne conviendra pas à tout le monde, et tant pis, mais je vais essayer à ma manière à moi, et puis vous mettez l'étiquette que vous avez envie. » Il y a un mot qu'on n'a pas dit, c'est liberté, parce que ce dont vos livres parlent réellement, c'est de liberté, liberté d'être dans la sexualité qu'on veut, liberté des femmes ou liberté des garçons. Anton, ou je ne sais plus si c'est son meilleur ami, est persuadé que les filles sont finalement plus libres que les c'est Anton qui trouve qu'elles ont la vie plus cool. La liberté, c'est la liberté d'apprendre, c'est la liberté des esclaves, parce que tout de même, ce sont des filles esclaves. Enfin, la première, Sarah, qui veut apprendre, on la voit esclave au départ, enfin en tout cas servante, et elle n'a qu'une envie, c'est d'apprendre comme les autres. Et on a la domination des hommes blancs sur les esclaves, et c'est cette liberté qui est rêvée. Oui, et même ça, c'est soumis à question, parce que par exemple, le personnage de Sauvage, lui, il trouve que Oui. ces jeunes filles basculent d'une servitude dans une autre, c'est-à-dire parce qu'elles intègrent l'école des Blancs. Et en fait, pour lui, c'est une connerie. Lui, il leur dit, mais la liberté, tu veux la connaître, la liberté, viens avec moi dans la forêt. Moi, je sais manger tout seul, je me débrouille tout seul. Je vis dans la forêt, je suis à la fois l'homme noir et l'homme rouge, c'est ce qu'il dit. Il se considère comme chez lui et légitime sur le sol américain. Et il dit, mais en allant à l'école des Blancs, vous croyez quoi, les filles, que vous allez devenir libres? Vous serez toujours aussi noirs. Et cela dit, ça nous fait quand même réfléchir. Ouais. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. Il n'est pas tout seul, il y a aussi une autre femme qu'on croise aussi, et qui, elle aussi, représente cette question-là. C'est une vraie question qu'on est en droit de se poser. Mais je crois qu'il faut accepter, je pense que là on aura fait un grand pas, il faut accepter les différences. La richesse pour moi de l'humanité, c'est dans ces différences. Et pas cesser de hiérarchiser. On est différents, point. C'est-à-dire que cette différence, quelle qu'elle soit, ne va pas être signe de supériorité ou d'infériorité. Je crois qu'on aura fait vraiment un grand pas quand on mettra ce point derrière différent. Et je crois que c'est vraiment ça que j'essaye de marteler à chaque fois que je le peux, parce que c'est important, accepter un tel est comme ci, l'autre est comme ça, et alors, ça lui donne... voilà. Et je pense que ça, c'est très important, parce que tant qu'on mettra derrière différents, et les différents, oui, mais, alors non, il n'y a pas de oui, mais, ça ne donne rien du tout. Un homme, une femme, on est différents. Et c'est ça qui fait la richesse. Et puis on peut même aussi prendre des genres intermédiaires, parce qu'il y a des populations, pendant très longtemps, il n'y avait pas de genre, hein, il n'y avait pas féminin et masculin, c'était plus complexe. Donc je pense qu'il faut arrêter de hiérarchiser et de ne pas accepter les différences. Je pense que ça aussi c'est une erreur. Et puis de les hiérarchiser, ces différences. Juste pour le rapport à la nature, et ça c'est aussi votre sensibilité, Wilfrid Lupano, à l'environnement et à la nature, ce fameux Sauvage, il y a une page où il plonge dans l'eau, et elle est un peu froide, l'eau, etc. Et il va nager, il va dire « Nage, Sauvage, maman nature te veut du bien, tu es chez toi partout en elle, tu es chez toi, nage, tu es chez toi, il y a les grenouilles, les libellules autour de lui. Tu es chez toi partout, Sauvage. » Et on a l'image de lui allongé dans l'eau, tout nu et heureux dans cette nature-là où il est. Ah oui, lui, il n'a aucun doute que c'est un peu un Huckleberry Finn noir, et c'est un peu, il convoque aussi un petit peu Thoreau et tous ces naturalistes américains, et ce retour à la nature qui traverse aussi le 19e siècle. Il vient avec tout ça, lui, questionner cette école. Mais en même temps, cette école, il ne peut pas s'empêcher de tourner autour. Il la critique. Ça reste un ado, hein, c'est-à-dire qu'il vient embêter les filles. Il y a plein de moments, il vient les embêter en vrai. Il vient leur jeter des machins, etc. Il est un peu insupportable, comme tous les garçons amoureux. Il vient tirer les cheveux des filles. Mais en vrai,
il leur apporte à manger aussi. Quand tout le village a arrêté de les approvisionner, il est fasciné par cet endroit. Mais il préférerait mourir que d'y aller, en vrai. Et puis, si je pousse plus loin, c'est que s'ils se considèrent sauvages et heureux dans la nature, c'est parce qu'elles sont pas très loin. Ces filles qui sont en train de se civiliser, vous comprenez ce que je veux dire? Il se positionne, lui, face à elles. Il se voit lui-même, enfin, il a une image de lui comme ça parce qu'elles existent, sinon il n'aurait peut-être pas cette image-là de lui. Enfin, je suis pas Exactement, claire. et il fait du retournement de stigmate, comme on dit, ce jeune homme, et ça lui fait peur. Et il se sent pas à la hauteur. D'ailleurs, Marie, la jeune servante aussi, qui est dans l'école, elle aussi est un peu dans cet état d'esprit. Il y a une jeune élève de l'école qui lui dit: mais et toi, tu fais le ménage, tu fais la cuisine, tu fais tout ça, mais tu veux pas apprendre? Et elle dit: oh non, 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 moi je saurais pas faire, je suis pas assez intelligente. Et on voit que c'est déjà perdu en quelque sorte pour elle, parce que l'image qu'elle a d'elle-même en tant que jeune fille noire de cette époque-là, elle s'est auto-exclue du champ des gens éducables, en fait, de base. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose... c'est un état d'esprit qu'on retrouve aujourd'hui chez beaucoup de jeunes. Bon, on pourrait encore passer du temps, mais j'imagine qu'il y a peut-être une ou deux questions, j'espère. Je crois qu'il y a un micro qui se promène dans la salle. Il se promène pas tout seul, il y a quelqu'un au bout, quand même, je vous rassure. C'est un lieu un peu mystique. On ne sait jamais. Oui, donc la question, ce serait pour Monsieur Lupano. Et donc, je voudrais vous demander deux choses. La première, c'est: est-ce que votre bouquin n'aurait pas mérité d'être écrit et dessiné par des femmes, et peut-être même par des femmes noires? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Et deuxième petite question, est-ce que si ça avait été écrit par des femmes noires, on n'aurait pas tout de suite subi la critique du bouquin genré, voire communautariste? Alors, c'est les grandes questions est-ce du que moment. ça aurait été mieux si quelqu'un d'autre que moi écrivait mes bouquins? Sûrement. Mais en fait, j'ai décidé d'arrêter de me poser cette question il y a quand même assez longtemps. J'ai écrit des bouquins très très différents les uns des autres à chaque fois, aussi bien sur des femmes qui ont fait la Commune de Paris qu'un loup qui porte un slip, et je me ressens pas complètement mon personnage à chaque fois pour des raisons de santé mentale évidentes. Donc en fait, j'ai pas trop de problème. En fait, je considère que c'est mon boulot d'auteur principal, en fait, que d'être capable de me mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre et d'essayer de vous faire ressentir à vous, lecteurs, ce que ça peut bien être d'être cette ou ces personnes. Et l'éventualité que je me plante parce que je n'y connais rien et que je sois passé à côté de la plaque, elle existe et je dois l'accepter, en fait. Mais par contre, la question de la légitimité d'écrire sur tel ou tel sujet parce que je suis un homme blanc, pratiquement quinquagénaire et pratiquement à son importance, c'est quelque chose qui est très dangereux, parce que par exemple aux États-Unis aujourd'hui c'est très très à l'œuvre, et typiquement je peux vous l'annoncer, blanc autour, les éditeurs américains, quand le livre a été fini, comme c'était en plus en plein Black Lives Matter, George Floyd et compagnie, ils se sont jetés sur ce livre. Il y a plusieurs éditeurs américains qui se sont jetés sur ce livre parce qu'ils ont trouvé qu'il était super. Et vraiment, je ne me lance pas des fleurs en disant ça, ils se sont vraiment jetés dessus. Puis ils ont découvert qu'il avait été fait par 2 hommes blancs et ils ont fait « Ah !» Et aucun d'entre eux n'a voulu le publier, et ils ont dit même à notre éditeur « Vous êtes fous ». Ils leur ont dit « Vous êtes fous ». Et aux États-Unis, c'est totalement impensable aujourd'hui que 2 hommes blancs écrivent ce livre. Donc il faut bien réfléchir à ce que ça implique quand on commence à dire « Oui, mais toi, en tant qu'homme blanc, est-ce que tu es légitime pour écrire ce type de livre ?» En fait, moi, ma légitimité, c'est les lecteurs qui me la donnent. S'ils trouvent que je me suis planté parce que j'ai rien compris aux questions du féminisme et du black féminisme, etc., dans ce livre,
eh ben, ce livre marchera pas, il va se faire défoncer, et je rentrerai dans ma grotte et j'écrirai un livre de gros mascus blancs qui jouent Non, à la c'était pas pétanque. comme ça, c'était pas comme ça. Et mais en fait, j'ai pas une autre, j'ai pas vraiment une autre réponse à apporter. Voilà. Désolé. Mais c'est important, effectivement, parce que c'est des grandes questions d'aujourd'hui, et notamment sur les traductions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Peut-être pendant que vous réfléchissez à une question, Gaël et moi, on pourrait peut-être presque se la poser aussi, cette question de la légitimité d'écrire à la place d'ados. Qui es-tu pour écrire sur un gros rugbyman? Voilà, qui êtes-vous alors que manifestement, tu n'as jamais fait de rugby. Homme blanc. Alors effectivement, oui, je pourrais pas écrire en jeunesse si c'était... Je sais pas, quand j'ai commencé, encore une fois, j'ai commencé dans la maison d'édition qui s'appelle Talent Haut, qui est une maison d'édition féministe et qui n'avait pas beaucoup d'auteurs hommes. J'avais un album avec un illustrateur que je ne connaissais pas. On s'est rencontrés au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Donc on était en dédicace tous les deux, côte à côte. C'était une jeune maison d'édition féministe, très identifiée comme en tant que telle. Et deux femmes sont passées dans l'allée, ont vu les livres, ont levé la tête, nous ont vus et elles ont dit « Ah mais c'est pas des vrais !» Et on est resté à se regarder, on s'est dit « On n'est pas des vrais quoi ?» Et elles étaient très déçues de découvrir qu'en plus Gaëlle, il y a un doute, toujours les gens se disent « Ah bah oui, c'est une super autrice !» Et voilà, bon, j'ai laissé tomber à ce moment-là, effectivement, mais ça, je ne sais pas quoi répondre. Moi, je trouve que tu as mieux répondu que j'aurais fait, donc... Eh ben, je crois qu'il y a une question. Moi, je voulais simplement dire que personnellement, j'ai décidé d'écouter les gens qui ont vécu des choses, vraiment les témoignages directement, par exemple sur YouTube. Et j'ai fini par décider de tourner le dos à la fiction et à ne plus m'intéresser à la fiction, parce que quand une personne a vraiment vécu les choses et parle, c'est vraiment très différent et ça touche vraiment. Enfin voilà, je voulais juste dire ça. Et puis ça m'embête un petit peu toujours le principe qu'il y ait des personnes qui sont en haut, des personnes qui sont en bas, et qu'on doit juste poser des questions et ne pas témoigner. Enfin, je sais pas. Voilà, je voulais dire ça, c'est tout. Mais il y a des gens qui témoignent, qui écrivent, qui témoignent directement de ce qu'ils ont vécu. Il y a aussi des gens qui, là où vous allez être ému par un témoignage direct, il y a des gens qui vont pas le ressentir comme ça, qui ont besoin d'une fiction autre. En fait, l'intérêt, c'est que nos fictions ou nos livres n'interdisent pas ce que vous préférez. Et enfin, encore une fois, on peut se planter. Et le témoignage direct est quand même particulièrement à la mode éditorialement. Donc, je pense pas que l'un n'empêche l'autre. Mais moi, en tant que personnellement, depuis mon enfance, si on me parle autrement que par la fiction, ça marche pas. Donc c'est une question de personnalité, c'est tout, c'est pas grave. Alors juste, je vais donner la parole à Wilfried, mais peut-être aussi aller plus loin sur finalement ce que peut apporter la fiction par rapport à des témoignages. Et moi, je voudrais juste vous répondre à la remarque, parce que je pense que vous parliez de nous, ou des personnes plus hautes et des personnes plus basses. Si on est plus élevé, c'est juste pour que les personnes du fond nous voient. Et donc, du coup, on est tous à la même hauteur. Parce que si on était plus bas, les gens qui sont au fond ne verraient pas. Dans les amphis, on est souvent au fond du trou, d'ailleurs. Quand on fait des rencontres voilà, dans les amphis, c'est l'inverse. On vous voit comme ça, c'est des fois un peu C'est touchant. juste la géographie du lieu. Voilà, vraiment, c'est pas du tout pour mettre des gens sur un piédestal. Bon, moi, je voulais dire par rapport à ça que sur le stand où je suis en train de dédicacer là depuis 2 jours avec des auteurs de bande dessinée, je m'étais fait exactement la même réflexion. C'est que à ma gauche, il y avait Florence Dupré-Latour qui raconte globalement sa vie et celle de sa famille. À ma droite, il y avait Xavier, j'oublie son nom, mais qui est infirmier en soins palliatifs et qui raconte le quotidien des soins palliatifs. À côté, il y avait encore un autre auteur. Je pourrais continuer comme ça. En fait, je me suis dit... Ah non, il y avait Fabien Toulmé à côté de moi, et je me suis dit, mince, en fait, on n'est que 2 à fictionner. Il y avait quasiment que des auteurs qui racontent leur vie. Je pense que c'est de plus en plus le cas. Tu as raison de dire qu'il y a de plus en plus de témoignages directs. C'est bien, mais il y a aussi des gens qui ont vécu des trucs très dingues, en fait, et qui sont pas capables de le raconter. Typiquement, Prudence Crendal, elle n'a pas écrit une ligne sur son école. Prudence Crendal, elle a vécu cette histoire dingue,
Et elle n'en a pas parlé. Hein. Et puis elle n'est plus là pour en parler. Et vous êtes aussi des gens qui êtes allés faire des recherches pour nous parler d'une autre époque. Et ça me paraît aussi. Mais tout va ensemble. Et ça peut être 1 + 1 et plus 1 et prendre tout. Merci en tout cas pour votre écoute à tous. Merci à vous 3. Merci Vos à livres vous. sont à l'extérieur pour les Merci beaucoup. dédicacer. Merci. Bravo, les questions étaient claires. C'est court, hein, parce que oui, on a eu. C'est pas facile.